expériences sont menées avec des animaux commandés à distance. Des scientifiques tentent de faire fonctionner des ordinateurs par la seule force de la pensée. Les secrets que révèle encore notre cerveau pourraient bien faire de nous des surhommes. Sans même prendre le moindre livre en main, les cyborgs pourraient télécharger des bibliothèques entières. La technologie qui pourrait créer un tel être, fruit de la rencontre entre l'homme et la machine, existe-t-elle déjà? L'homme du XXIe siècle vit dans un univers où les machines sont omniprésentes. Ces assistants robotisés dominent le monde du travail et contrôlent aussi bien les flux d'informations que nos loisirs. Que ce soit la paire de lunettes, le pacemaker ou d'autres prothèses, nous avons trouvé des solutions modernes à de nombreux problèmes médicaux. Jusqu'à présent, la technologie a toujours suivi le rythme de l'homme. Mais aujourd'hui, les machines semblent sur le point de prendre l'avantage. L'homme devra-t-il bientôt fusionner avec elles? Kevin Warwick, lui, a déjà sauté le pas. Il s'est fait implanter un minuscule radioémetteur. Ce professeur de cybernétique à l'université de Reading, en Angleterre, compte bien devenir le premier cyborg au monde. L'émetteur dans le corps de Warwick a communiqué pendant 90 jours avec le réseau informatique de son université. Hello, Dr. Warwick. Hello. L'ordinateur pouvait localiser le scientifique en permanence, quel que soit l'endroit où il se trouvait. Pour ce chercheur excentrique, cet essai sur lui-même n'est qu'une première étape dans la fusion de son corps avec une machine. Lors d'une seconde opération, il s'est fait implanter une puce dans l'avant-bras, directement reliée à son système nerveux. Munie de 100 pattes qui servent de borne de contact, la puce a été implantée dans le nerf médian de son poignet. Ce nerf transmet l'influx nerveux des doigts jusqu'au cerveau. L'implant peut donc intercepter et mesurer directement ces signaux électriques. À chaque mouvement de la main, Warwick déclenchait une réaction électrique et pouvait commander différents appareils. Grâce à son seul influx nerveux, il était capable de manœuvrer un fauteuil roulant. Kevin Warwick est convaincu que l'union de l'homme avec la technologie est inévitable et même nécessaire, car ainsi l'homme deviendrait maître de sa propre évolution. Selon lui, les hommes ont encore une longueur d'avance sur l'intelligence artificielle, mais bientôt, ce sont les ordinateurs qui mèneront la danse. Il est possible de ne pas vivre dans un monde régi par des robots intelligents. Mais pour cela, il faudrait que l'homme s'améliore grâce à des implants qui donneraient à nos cerveaux les capacités intellectuelles des machines. Il faudrait que l'on devienne des cyborgs, mi-homme, mi-machine. Il vaut mieux devenir une machine qu'être dominé par elle. Puisqu'on ne peut pas les battre, alors soyons aussi forts qu'elles. Pour que le rêve de Warwick devienne réalité, il faudrait pouvoir établir une connexion directe entre le cerveau humain et un ordinateur. La technologie qui pourrait faire de nous des cyborgs est-elle déjà aussi avancée? Le professeur Peter von Hertz de l'Institut Max Planck est l'un des pionniers en matière de neuropuces. Dans cet institut de biochimie, des chercheurs tentent de relier des cellules nerveuses à des ordinateurs. Mais ils doivent d'abord être sûrs que le cerveau peut effectivement communiquer avec une puce, et de quelle manière.
Les ordinateurs sont faits de nombreux composants électroniques et de transistors et fonctionnent par calcul. Ils additionnent des 0 et des 1. C'est une série de calculs effectués selon un ordre séquentiel. On ne sait pas comment fonctionne le cerveau, mais en tout cas ce n'est pas par calcul. Les différentes parties du cerveau, les canaux ioniques ou les ions contenus dans les cellules, sont infiniment plus lents que les composants d'un ordinateur. Il est impossible de faire marcher un ordinateur avec des composants aussi lents. Le cerveau fonctionne donc autrement, selon une dynamique globale compliquée que nous ne comprenons pas tout à fait. Est-il possible que l'on voit un jour des cyborgs avec une neuropuce dans le cerveau? L'homme a toujours essayé de dépasser ses limites. En 1787, le médecin italien Luigi Galvani a utilisé l'électricité pour faire des expériences sur les grenouilles et a remarqué que leurs muscles se contractaient, comme s'ils étaient pris de crampes. Aujourd'hui, même la médecine a recours à l'électrostimulation, que ce soit dans le cadre de traitements ou pour sauver des vies. On sait maintenant que le langage de notre cerveau est lui aussi basé sur l'influx bioélectrique. En quelques fractions de secondes, des millions de cellules nerveuses communiquent entre elles. Plus de 100 milliards de neurones sont actifs en permanence dans notre cerveau. Si l'on mettait bout à bout ces cellules et leurs innombrables connexions, les synapses, elles couvriraient plus de 300 000 km, la distance de la Terre à la Lune. Notre cerveau est un organe incroyablement complexe, qui laisse les scientifiques toujours aussi perplexes. Et pourtant, le cerveau ne peut accomplir toutes ces tâches tout seul. Pour avoir conscience de notre environnement, il a besoin du reste du corps. Les organes sensoriels perçoivent les informations et les transmettent au QG de notre organisme, selon une mécanique parfaitement huilée. Jusqu'à présent, l'organe que nous connaissons le mieux est l'ouïe. Nos oreilles nous permettent de nous orienter dans les 3 dimensions. Mais qu'arrive-t-il quand cet organe sensoriel majeur cesse un jour de fonctionner? Une neuropuce pourrait-elle remplacer notre ouïe ou améliorer notre capacité auditive? Le précurseur de la neuropuce existe déjà. C'est l'implant cochléaire, une prothèse qui permet aux sourds d'entendre à nouveau. Dans ce domaine, la clinique ORL de l'École supérieure de médecine de Hanovre est le centre le plus renommé au monde. Chaque année, 250 personnes y sont opérées avec succès. Notre ouïe fonctionne selon un procédé des plus ingénieux. L'oreille est composée de 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Normalement, l'oreille externe perçoit les sons et les transmet par le conduit auditif jusqu'au tympan, sous forme d'ondes sonores. Les ondes sonores font vibrer le tympan. Ces vibrations sont à leur tour transformées en impulsions électriques par la cochlée. Le nerf auditif les transmet ensuite jusqu'au cerveau. Ce n'est qu'à ce stade qu'on entend véritablement. La déficience auditive n'est pas seulement une conséquence de l'âge. Elle peut aussi toucher les personnes jeunes. Écouter de la musique trop fort lors de concerts ou de sorties en discothèque est très préjudiciable. Une déficience auditive commence souvent par l'impression d'entendre un sifflement perçant et continu.
Chaque année en Europe, des centaines de milliers de personnes sont atteintes de surdité totale. Cette déficience a souvent des origines génétiques, mais parfois elle peut être due à certaines maladies ou à des médicaments. Chez les personnes atteintes de troubles de l'ouïe, les médecins doivent d'abord déterminer le degré de surdité. On examine par exemple la capacité du patient à garder son équilibre. L'ouïe joue en effet un rôle essentiel dans notre équilibre. L'intervention chirurgicale est aujourd'hui couronnée de succès, surtout chez les enfants. Environ 80% des jeunes patients peuvent suivre une scolarité normale grâce à cet implant. Pour les enfants sourds de naissance, les chercheurs de Hanovre conseillent un implant bilatéral. Comme la partie du cerveau responsable de l'ouïe ne s'est pas développée dès la naissance, il faut la stimuler très tôt. Si l'enfant bénéficie d'implants dans les 2 premières années, l'aire auditive du cerveau se développe souvent de façon prometteuse. Chez les adultes qui profitent de cet implant plus tard, l'effet est malheureusement moindre. L'appareil doit être parfaitement adapté au patient. Pour cette opération délicate, les neurochirurgiens lui ouvrent le crâne. Grâce à l'implant, le cerveau peut enfin apprendre à entendre. Les neuroimplants, tels que l'implant cochléaire, ne sont donc plus de la science-fiction. Des pièces de rechange pour êtres humains à la pointe de la technologie sont utilisées depuis longtemps dans les cliniques et les laboratoires. Cette nouvelle aide auditive implantée dans l'oreille se compose de 2 parties. L'implant interne, qui est en fait l'implant cochléaire, et un processeur vocal externe. Celui-ci capte les ondes sonores à l'aide d'un petit microphone et les transforme en signaux qu'il transmet à l'émetteur. L'implant interne convertit ces signaux en impulsions électriques pour les transmettre aux différentes électrodes. Ces électrodes stimulent les fibres nerveuses de la cochlée. C'est ainsi que l'on recrée l'ouïe. Quatre semaines après l'opération, on va ajuster l'aide auditive artificielle à chaque patient. Les nerveuses humaines sont déposées dans une solution nutritive. Cela doit leur permettre de se développer et d'établir des connexions entre elles, tout en s'enchevêtrant avec les électrodes. On ne peut parler de neuropuce que lorsque les cellules et les composants électroniques forment une unité physique, comme lors d'une soudure par exemple. Aujourd'hui déjà, les médecins obtiennent des succès spectaculaires et permettent à de nombreuses personnes d'entendre à nouveau. Comment ne pas s'émerveiller devant une technologie qui permet à des enfants de grandir comme les autres? Pour les scientifiques, les cyborgs dotés d'une super ouïe font partie d'un avenir encore lointain. Tout comme l'ouïe, la vue est l'un des sens qui nous aide le plus à connaître le monde qui nous entoure. Les informations visuelles sont essentielles pour nous orienter. De quelle manière la technologie peut-elle nous aider lorsque l'on perd la vue? Sherry Brown, une Américaine, est aveugle depuis 16 ans. À la suite d'un accident de voiture, son nerf optique a été irrémédiablement détruit.
Sherry avait presque abandonné l'espoir de retrouver un jour la vue quand elle a entendu parler d'une technique fascinante, le Artificial Vision System, ou système de vision artificielle. Seuls 16 patients à travers le monde ont bénéficié d'une telle opération. Si tu t'y prends bien, ça se met en place tout seul. Au début de l'année, 2 électrodes ont été implantées à la surface de son cerveau. Avec le Artificial Vision System, Sherry doit à nouveau voir le monde qui l'entoure. Le docteur Galanis était l'ophtalmologue de Sherry. Comme il ne pouvait pas aider sa patiente avec un traitement classique, il l'a envoyé consulter un spécialiste. Sherry est fière de lui montrer son implant. Contrairement à l'implant cochléaire, des électrodes stimulent directement la surface du cerveau. Tu l'utilises tous les jours pendant 1 heure? Oui, 1 heure par jour. La caméra intégrée aux lunettes transmet des données numériques à un ordinateur portable. Les signaux électriques passent par les câbles jusqu'à la surface du cerveau de Sherry, où ils vont lui donner l'impression de voir. Je vois des points très lumineux, docteur. Vous êtes éblouissant. C'est parce que je porte une blouse blanche. Sherry doit s'entraîner chaque jour pour que le cerveau s'adapte au fur et à mesure à cette vision artificielle. Malgré tout, Sherry ne verra jamais exactement comme avant l'accident. La vision qu'offre ce système est totalement différente. En fait, c'est comme quand on prend une photo de vous avec un flash. Vous êtes parfois ébloui et vous voyez pendant quelque temps comme un reflet du flash. Une tache blanche au milieu de votre champ de vision. C'est comme ça que je vois. Mais avec 2 taches blanches, l'une au-dessus de l'autre. Les électrodes sont posées sur les 2 hémisphères du cerveau, sur l'aire principalement responsable de la vision. L'électricité transmise par les électrodes stimule le cerveau de Sherry à des endroits bien précis, ce qui crée ces points lumineux. Le docteur Kenneth Smith travaille à l'université de Saint-Louis. Il est pour l'instant le seul chirurgien américain à avoir implanté le Artificial Vision System. Comme le procédé n'est pas encore autorisé aux États-Unis, il a dû opérer Sherry au Portugal. Les plots sur la tête de Sherry mènent directement au cerveau. Le docteur Smith les vérifie régulièrement, car le risque d'infection est très élevé. Hi, Sherry. Roger. How you doing, good looking? Roger Evans rend régulièrement visite à Sherry pour constater ses progrès. Son association, le Lions Club, a financé l'opération qui représentait un coût de $100 000. Parfois, les points ne sont pas tout blancs. Ils ont aussi un petit centre rouge. Cool. Wow. That was Dr. Smith. Le docteur Smith évalue régulièrement avec Sherry l'efficacité du système. Elle a trouvé le livre. J'ai réussi. Sherry peut déjà percevoir les contours d'objets posés sur un fond contrasté. Le dernier objet, c'est peut-être un téléphone. Regarde bien, c'est quelque chose qui ressemble à un téléphone. Je vois quelque chose droit devant moi. Si le système fonctionne parfaitement un jour, on peut imaginer que Sherry verra de cette manière.
Mais pour l'instant, les signaux de la caméra atteignent le cerveau avec quelques secondes de retard. Il y a trop d'informations à traiter. Chez les personnes voyantes, la vision fonctionne autrement. La rétine transforme les rayons lumineux en influx nerveux qui sont transmis par le nerf optique jusqu'au lobe occipital du cerveau. C'est en fait grâce à lui que l'on voit et surtout que l'on reconnaît des éléments. Sa première mission est d'identifier les objets. Pour cela, percevoir les contours suffit. Avec les quelques lignes dessinant une silhouette, le cerveau identifie l'information tour. Quant à savoir de quelle tour il s'agit, où elle se trouve et comment elle s'appelle, cela reste encore indéterminé. Ensuite, le cerveau différencie les couleurs. Ce que nous croyons voir instantanément prend donc forme peu à peu dans notre cerveau. Il compare ensuite l'image devant nous avec nos souvenirs et nos connaissances. Dès que l'on reconnaît la tour Eiffel, d'innombrables connexions s'établissent avec des informations conservées en mémoire. C'est ainsi que le cerveau construit une image aussi aboutie que possible. La façon dont Sherry voit est encore bien éloignée d'une vision aussi précise. Mais pour elle, même les petits progrès sont de grandes victoires. Son cerveau a besoin d'un léger délai pour former des images à partir des données de la caméra. L'image d'une chaise, par exemple. Je vois quelque chose ici. Est-ce que c'est l'accoudoir? Vous me faites marcher. J'ai réussi. Après l'opération sur le cerveau, la plaie a beaucoup suinté. Donc ils ont dû m'opérer à nouveau pour arranger ça. Ensuite, ça s'est infecté. Et ça a été une vraie galère. Mais quand ils ont allumé la caméra et que j'ai pu voir de la lumière, j'ai réalisé que ça valait vraiment le coup. Sherry aimerait que sa vision s'améliore encore. Mais pour activer d'autres électrodes dans sa tête, il faudrait un logiciel sophistiqué et donc très cher. Les cyborgs avec une supervision assistée par ordinateur ne sont donc pas près d'exister. Dans les années 60, le secrétariat d'État américain avait déjà financé des essais portant sur les effets de l'électrostimulation du cerveau. Des scientifiques avaient implanté, sous anesthésie, des électrodes dans la tête d'un taureau. Les chercheurs déclenchaient des impulsions électriques dans le cerveau de l'animal pour le commander à distance. À l'aide d'une télécommande, ils pouvaient ainsi l'arrêter dans sa course. À l'époque, des dossiers de la CIA ont souligné l'utilité d'un animal commandé à distance et prévoyaient une utilisation analogue de cette technique sur l'homme. Aujourd'hui, des scientifiques américains implantent des électrodes à des rats pour les commander par l'intermédiaire d'un ordinateur. Officiellement, ces animaux doivent être utilisés pour le déminage ou pour le sauvetage de personnes ensevelies. Quelle que soit la situation, un rat téléguidé ferait exactement ce que l'opérateur lui ordonnerait, même si cela contredisait son instinct naturel.
Des commissions de neuroéthique commencent donc à se préoccuper de l'utilisation possible de cette technique à des fins mal intentionnées. Des chercheurs de Floride ont annoncé avoir obtenu des résultats concluants avec des cellules de rats cultivées sur des puces électroniques. Après les avoir reliées au simulateur de vol d'un avion de combat F-22, ils ont réussi à piloter l'avion sans problème et même à le sortir d'un orage. On ignore cependant quelles applications pratiques faisaient suite à cette expérience. Les opposants à cette technique craignent qu'un jour des soldats manipulés à distance n'existent plus seulement dans les jeux vidéo, mais aussi dans la réalité. De nombreux centres de recherche s'intéressent désormais à l'électrostimulation du cerveau humain. Dans un avenir proche, pourra-t-on même lire dans nos pensées? À l'Institut Fraunhofer, on essaie d'identifier les flux de pensée grâce à un procédé ultra perfectionné. Des capteurs de mesure sont disposés sur toute la tête pour capter les influx électriques circulant dans le cerveau quand le cobaye pense à un mouvement. Une entreprise américaine a déjà poussé l'expérience un peu plus loin. Ce sont les premiers au monde à avoir implanté une puce directement dans le cortex cérébral pour épier au plus près ces cellules nerveuses. Le système BrainGate, tel est son nom, doit permettre aux personnes handicapées d'être plus autonomes, en pouvant commander un ordinateur par la seule force de leur pensée. On implante au patient un capteur plus petit qu'une lentille de contact sur l'aire du cerveau responsable de la fonction motrice. Le capteur intercepte les signaux électriques du cerveau et les transmet à un ordinateur qui interprète ces données. Le patient peut alors diriger le curseur sur l'écran. Il peut ainsi utiliser différents programmes informatiques et même contrôler des appareils électroniques reliés à l'ordinateur. L'Américain Matthew Nagel a été le premier patient paraplégique à avoir bénéficié d'un tel implant. Je vais ouvrir le premier mail. Ça dit « Tu te débrouilles bien ». Maintenant, je vais ouvrir le deuxième mail. Ça dit « Salut, on va se voir bientôt ». Je vais quitter ce programme et dessiner un cercle. Je ne peux pas faire mieux. Maintenant, je vais allumer ma télévision. Je vais appuyer sur le bouton « On » pour allumer la télé. La télévision est allumée, je vais changer de chaîne. Voilà. Je vais à nouveau changer de chaîne. La puce de Matthew enregistre près de 10 millions de données à la seconde. Abe Kaplan, l'un des programmeurs, nous explique le fonctionnement. Ici, vous voyez tous les signaux envoyés par les neurones. Chaque case représente l'activité neuronale enregistrée par chacune des électrodes disposées sur la face du capteur. En tout, nous pouvons suivre les signaux enregistrés par les 96 électrodes du capteur. Le professeur John P. Donahue est connu dans le monde entier. Lui et son équipe ont mis 10 ans à développer cette extraordinaire technique. Les progrès sont lents, mais l'équipe poursuit un objectif de taille. Une fois que nous aurons compris comment fonctionne le cerveau, nous ne voulons pas seulement brancher un ordinateur, nous voulons pouvoir réparer le corps humain. Chez une personne paralysée, les muscles existent, même si elle ne peut pas les contracter. Imaginez qu'un système intercepte les signaux et les transmette jusqu'à un stimulateur implanté sous la peau, dans les muscles paralysés, qui ordonnerait aux bras de bouger.
Voilà notre objectif, et je pense qu'il est réaliste. Quelqu'un serait assis à côté de vous, en train de vous montrer quelque chose, et de bouger ses mains. Et tout d'un coup, il vous dirait, « Au fait, j'ai été blessé à la moelle épinière. Les nerfs ont été sectionnés, mais je suis réparé. » Ce serait une vraie réussite. Nous serions ravis qu'on ne puisse pas faire la différence entre une personne normale et une autre avec un système nerveux artificiel. Mais c'est un objectif très ambitieux, et il nous faudra du temps pour y arriver. Les chercheurs espèrent donc contrôler certains membres du corps humain grâce à ce système. Mais la maîtrise des mouvements du bras, par exemple, est un processus très complexe que l'implant actuel ne peut pas encore reproduire. Now close it. Now close. Open. Si l'on peut déjà identifier les influx nerveux du cerveau correspondant au mouvement, il semble probable que l'on puisse bientôt contrôler nos pensées. Une vision de l'avenir plutôt effrayante que le professeur Donoghue considère comme aberrante, pour le moment. On dit que le système BrainGate pose un problème d'éthique, mais nous n'étudions qu'une infime partie de notre activité cérébrale. Même si nous pouvons savoir qu'une personne pense à un mouvement précis, ce n'est qu'une étape d'un processus bien plus complexe que nous ne pouvons pas contrôler. Certaines personnes ont peur que l'on puisse lire dans les pensées. Mais la pensée est le fruit d'une activité qui englobe tout le cerveau. Et nous n'avons pas les moyens de capter toutes ces interactions. Je pense que les inquiétudes de ces quelques gens sont infondées. Mais il me semble important de poursuivre le débat public à ce sujet, pour que les gens aient conscience des capacités et des utilisations possibles de cette technologie, mais aussi de ce qu'elle ne peut pas faire, comme savoir ce que vous comptez faire le lendemain, ou connaître vos pensées les plus intimes. Apparemment, nous ne sommes pas encore prêts de devenir des surhommes avec des cerveaux implantés de puces. Mais Kevin Warwick, le professeur cyborg, a plutôt confiance en l'avenir. Sa femme s'est fait implanter 2 électrodes dans les nerfs du poignet. Grâce à son propre capteur, Kevin Warwick peut générer un influx nerveux en elle. Lorsqu'il bouge le bras, elle le sent. Cette réussite a poussé le chercheur à se lancer dans un projet encore plus ambitieux. Le projet Cyborg 4.0 va durer 9 ou 10 ans. Et le plus important dans tout cela, c'est qu'on va me poser un nouvel implant. Je suis convaincu que la télépathie est possible. Et j'ai une petite idée de comment y arriver. Voilà mon but dans la vie. On va donc me poser un implant cérébral, peut-être plusieurs, qui me permettront de communiquer uniquement par la pensée avec une autre personne implantée. La transmission de pensée pourrait considérablement faciliter notre vie, mais aussi la compliquer. Serait-ce possible grâce aux neuropuces ? Et quand? Pour que le rêve de Warwick devienne réalité, il faudrait que l'implant permette aux cellules nerveuses et aux puces électroniques de communiquer entre elles et qu'ils fonctionnent selon la même dynamique que le cerveau. Le professeur Fromm-Hertz de l'Institut Max Planck de Munich a ouvert la voie en matière de développement des neuropuces. Pendant plus de 20 ans, il a mené des recherches pour tenter de fusionner des cellules nerveuses avec une puce électronique. Mais est-ce possible de lier des éléments organiques tels que le cerveau à une plaque de silicium ? Les ordinateurs fonctionnent grâce au déplacement d'électrons dans le silicium, c'est-à-dire dans un corps solide. Le cerveau, lui, fonctionne grâce au déplacement non seulement de signaux électriques, mais aussi d'ions de chlorure de sodium dans un milieu liquide. Les électrons ne peuvent pas pénétrer dans l'eau et les ions ne peuvent pas pénétrer dans la puce. La conclusion logique, c'est qu'il ne peut pas y avoir de courant électrique, donc pas de connexion. Nous ne pouvons pas créer de courant
courant électrique entre la puce et la cellule. Il faut donc que la cellule soit si proche de la puce qu'elle puisse y sentir les champs électriques, les variations de tension, et qu'inversement, la puce sente ces mêmes variations dans la cellule nerveuse. Les cellules nerveuses ne sont donc séparées de la puce que par une couche extrêmement fine. Il devient ainsi possible de mesurer l'activité électrique de la cellule. Étonnamment, les escargots ont largement contribué à cette avancée scientifique. L'équipe du professeur Fromhertz a découvert que les cellules des escargots étaient particulièrement appropriées aux essais de leurs neuropuces. Elles sont légèrement plus grandes que celles des mammifères et émettent donc un signal électrique un peu plus fort. Les escargots se prêtent bien à ces expériences, car chez eux, même de petits ensembles de cellules sont responsables des fonctions corporelles vitales. Ainsi, seules 3 cellules nerveuses contrôlent toute la respiration de l'escargot. Avec des gestes d'une précision extrême, on prépare un escargot pour l'expérience. D'abord, le cerveau de l'animal anesthésié est retiré. Puis, quelques cellules sont prélevées. Ces dernières sont placées sur une puce munie de 128 transistors. Au bout de quelques semaines, dans une solution nutritive, d'innombrables connexions se sont développées. Une seule cellule nerveuse est capable de se connecter à près de 10 000 autres. Lorsque les cellules communiquent entre elles, la puce peut épier ce qui se passe. Mais pour que les transistors puissent capter les échanges entre plusieurs milliers de cellules nerveuses, il faudrait des puces beaucoup plus évoluées. Quand le professeur Fromhertz a commencé ses expériences, les puces n'avaient que 8 transistors. Après de longues années d'essais infructueux, l'actuelle génération de neuropuces est bien plus sophistiquée. Elle possède maintenant 16 400 transistors sur une surface d'1 mm². Chaque transistor, visible ici par un petit point, peut intercepter 2000 signaux par seconde. Les chercheurs utilisent ces nouvelles puces pour faire des essais sur des cellules de mammifères. Leurs cellules sont beaucoup plus complexes que celles des escargots, ce qui promet de grandes découvertes. Quand les cellules nerveuses sur la puce sont stimulées électriquement, on peut facilement observer la façon dont elles communiquent entre elles. C'est grâce à ces interactions que le cerveau fonctionne. Ceci intéresse tout particulièrement les scientifiques qui cherchent à étudier les échanges simultanés d'informations entre le plus grand nombre de cellules possibles. Cette animation montre qu'en seulement 14 millièmes de seconde, près de 25 000 cellules nerveuses d'un rat communiquent ensemble. Nous voyons littéralement les pensées de l'animal. Un simple regard excite plusieurs millions de cellules nerveuses. En une fraction de seconde, elles échangent des informations avec les différentes aires cérébrales. On voit donc à quel point il est difficile de comprendre le fonctionnement en réseau du cerveau, surtout chez l'homme. Une neuropuce pourrait-elle vraiment démultiplier les capacités de notre cerveau, ou même le remplacer ? Je pense que pour l'instant, nous disposons de trop peu de données. Nous n'en savons pas assez. Je ne parle pas du cerveau tout entier, mais seulement de certaines parties, comme le cortex visuel ou l'hippocampe. Ce sont des zones possédant des millions de cellules et des milliards de synapses.
Tous les scientifiques s'accordent à dire que la fonction cérébrale naît de la dynamique de ces millions de cellules et synapses, mais nous n'avons pas encore trouvé de méthode pour observer tant de cellules à la fois. Nous pouvons observer 2 neurones, peut-être 20 ou 100, mais pas 1 million. Si nous n'arrivons pas à observer la dynamique simultanée de millions de cellules nerveuses, je pense qu'il est impossible de décrypter le fonctionnement du cerveau. Nous avons encore beaucoup à faire. Même si notre technologie évolue en ce sens, nous ne trouverons pas la réponse dans les 20 prochaines années. Pour le professeur Fromhertz, le cerveau humain reste la chose la plus complexe de la Terre. Aujourd'hui, aucun ordinateur ne peut simuler, de façon même approximative, le système nerveux d'une mouche, aussi primitif soit-il. Alors, que dire d'une autre ? Bien sûr, il existe déjà aujourd'hui quantité de méthodes pour manipuler des êtres vivants grâce à l'électronique. Le cerveau et ses circonvolutions recèlent au moins autant de secrets que l'univers tout entier. Mais l'histoire nous montre que l'homme a réussi beaucoup de conquêtes qui semblaient pourtant impossibles. Y aura-t-il un jour des cyborgs parmi nous? Seul l'avenir nous le dira. Demain, nous rencontrerons les microbes, nos amis. Et oui, dès notre naissance, nous sommes assaillis par des armées de bactéries et micro-organismes dont la totalité peut peser jusqu'à 1,5 kg. Faisons connaissance avec ces hôtes minuscules du corps humain demain. Dans un instant,